Le sujet qu'on va aborder ici, c'est le sujet de l'Union européenne, du rapport à l'Union européenne et l'idée de la rupture avec l'Union européenne. Alors, on est un cercle qui se veut être un cercle métapolitique, je disais ça avec Thierry tout à l'heure, donc un cercle qui entend réunir des personnes pour discuter de sujets de société ou de sujets politiques. On appartient à une famille en général qui est celui du camp national, évidemment, mais avec différentes obédiences et en général un rapport un peu compliqué avec l'Union européenne, c'est-à-dire plutôt critique avec l'Union européenne, même si sur la ligne qui est à adopter par rapport à celle-ci, il peut y avoir, j'imagine entre vous, un certain nombre de différences et de débats sur la forme qu'on doit adopter, sur la ligne qu'il faut choisir politiquement. Bon. Le choix d'Alain Falanto est très clair et il va nous expliquer pourquoi. Il est celui du Frexit. Donc, si certains d'autres auront des questions à poser parce qu'ils ne sont pas en accord avec cette ligne-là, justement, il y répondra. On est dans une ambiance plus que cordiale. Ici, on est entre amis de la France et amis de l'idée d'indépendance et de souveraineté de la France. Je n'en doute pas. Je vous laisse la parole parce que vous en avez parlé beaucoup mieux que moi et ils ne feront pas d'erreur. Vous voyez, j'en fais. Bonjour à tous, donc ravi de retrouver un certain nombre de têtes que je finis par connaître, plus les amis, eux, qu'on voit plus souvent, bien sûr. Donc moi je suis présidente de Résistance républicaine, dont le but est la lutte contre l'islamisation de la France. Et je suis partie un petit peu sur cette idée d'islamisation, et à un moment donné, forcément, j'ai cherché, mais pourquoi cette islamisation majeure? Et j'ai commencé à faire le lien avec l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'on avait tant de décisions de justice de la CEDH, par exemple, qui allaient systématiquement contre nous, contre l'intérêt des États, qui niaient l'intérêt des États? Et j'ai commencé à creuser justement cette histoire de l'Union européenne. D'où elle vient, pourquoi, comment, qui, quoi, comment. Je suis aussi adhérente aux Patriotes, c'est aussi un sujet que Philippot traite magnifiquement tout le temps. Donc, il y a un creuset pour se poser des questions. Et puis, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que c'est que ce bouquin de Chevènement? J'ai été militante chez Chevènement aussi dans un certain temps, qui est La faute de Monsieur Monet, un petit pastiche d'un titre de Zola. Et quand on le lit, on comprend que en fait, l'Union européenne telle qu'elle est a été voulue, inventée par les Américains pour leur avantage. C'est certainement pas pour le nôtre. Donc c'est déjà un petit élément qui montre que quelque part, cette Union européenne, il fallait peut-être s'en méfier. Et quand vous voyez en 2008 que les Français ont majoritairement dit non au référendum, ça veut dire quelque chose, alors qu'il y a eu un matraquage, mais il n'empêche que, même sans tout comprendre, sans tout savoir, ils ont dit non. Et depuis qu'ils ont dit non, on ne nous interroge plus. Depuis qu'ils ont dit non, on n'a même plus le droit de discuter de la validité, de l'intérêt, effectivement, de cette Union européenne. Et donc, que se passe-t-il? Plus de référendum, les médias aux ordres, et on est vraiment interdit de mettre en doute le bien fondé. Ça devient une dictature. Et quand on est dans une dictature, que doit-on faire? Que peut-on faire? Sinon, ouvrir les yeux des gens, sinon proposer des explications, des raisons, des solutions. Et c'est pour cela que, il y a 2 ans à peu près, j'ai écrit à Alain Falanto, qui est un ami de très longtemps, dont je connais les capacités intellectuelles et analytiques, en lui disant, écoute, tout le monde dit, l'Union européenne c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, ok, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je voudrais, c'est un livre qui explique que l'on peut sortir de l'Union européenne et faire le Frexit. À savoir, parce que tout le monde dit non, c'est pas possible, on peut plus, etc. Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, j'aimerais bien que tu nous fasses un livre là-dessus. Il me dit, tu as tout à fait raison, on peut légalement, statistiquement, il y a des tas de manières de faire. Je lui dis, est-ce que tu peux faire un livre? Il me dit, c'est quand même incroyable, là, parce que c'est exactement le livre que je suis en train d'écrire, mais je n'ai pas d'éditeur.
J'ai dit, tu l'as trouvé, ça sera Résistance républicaine. C'est une jolie histoire. Alors, je pense que le mieux, c'est que je lui laisse la parole, parce que vous êtes venu justement pour comprendre et savoir comment on peut sortir de cette fichue Union européenne tentaculaire, pardon. Et effectivement, donc après vous pourrez acheter le premier livre d'Alain qu'il avait écrit pour Riposte laïque et qui était plus effectivement sur l'analyse de l'Union européenne, et l'autre qui est la suite logique, c'est ben, on fait comment maintenant. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. Je vais partir du début de ton discours. L'Union européenne est une création américaine. Alors on ne va pas revenir en détail sur la genèse de sa construction, mais on va regarder quand même pendant quelques minutes les jalons, parce qu'en analysant la construction de l'Union européenne, on comprend tout de suite quelle en est sa méthode, et cette méthode n'a pas changé avec les années. C'est toujours la méthode inventée par Jean Monnet. Et ça continue, et vous en avez un exemple sous les yeux, on y regardera un petit peu plus tard quand on parlera des solutions. L'Union européenne est devenue une religion, un culte, avec... Oui. Tu peux parler plus fort. Ah oui, d'accord, pardon. L'Union européenne est devenue une religion, un culte, avec... Elle excommunie, elle punit. Et donc dans la mythologie européenne qu'on inculque à nos enfants, paraît-il que après la Seconde Guerre mondiale, de grands Européens se seraient levés, des juristes, des avocats, pour construire une Europe fédérale afin que tout ce massacre n'arrive plus jamais. Et donc on allait créer une zone de paix et de prospérité. Ça, c'est ce qu'on apprend dans les collèges et les lycées. La réalité, malheureusement, elle est tout autre. La réalité, c'est que le projet européen est d'instigation américaine, qu'il était déjà dans les cartons lors du débarquement, et qui sont arrivés avec un projet déjà tout prêt, et ils ont bien choisi l'homme pour le mener à bien, à savoir Jean Monnet, grand traître à sa patrie depuis toujours, qui a quitté la France dès que possible pour ne surtout pas aller combattre, qui a passé toute sa vie en Angleterre, aux États-Unis, à intriguer avec les puissants, en tant que négociant en cognac, banquier d'affaires, et qui avait même proposé de faire fusionner la France et l'Angleterre en 1940. Vous voyez un peu le profil du personnage. Jean Monnet n'était pas un homme de culture, mais c'était quelqu'un d'efficace. C'était un commerçant efficace. Et il a inventé une méthode pour l'Union européenne qu'on continue d'appliquer aujourd'hui, qui porte différents noms, mais qui s'appelle la méthode des petits pas. Jean Monnet a compris depuis le départ qu'il ne fallait pas affronter frontalement les gouvernements. Parce qu'évidemment, toute forme de construction européenne à partir de 1950, c'est quand même se frotter à des réticences tout à fait légitimes, particulièrement de la part des Français. C'est compréhensible. Alors, la méthode Monnet, c'est de commencer doucement. Et puis d'avancer petit à petit, en rognant, en grignotant. Il a transformé la construction européenne en une machine à grignoter de la souveraineté, petit à petit. Alors en 1950, il commence par la création de ce qu'on appelle la communauté européenne du charbon et de l'acier, voilà, qui avait pour objectif affiché de rationaliser la production sidérurgique des différents pays. Ça n'a jamais marché, il faut le dire. Et comme le fait remarquer Philippe Séguin, ça n'a abouti qu'à la destruction de la sidérurgie française. Voilà le bilan. Ensuite, traité de Rome, 1957, création de l'ARCE, du marché commun. Et si c'en était resté là, ça aurait pu à la limite être bénéfique pour tout le monde. Ils ont une zone sans droit de douane et toujours profitable économiquement. Une théorie sous-jacente à tout ça n'est pas nouvelle. C'est la théorie, c'est Montesquieu, ni plus ni moins que Montesquieu, c'est la théorie du doux commerce. Voilà, c'est-à-dire qu'en multipliant les échanges commerciaux entre les belligérants potentiels, on est censé rendre impossible toute forme de conflit. Sachant que les échanges commerciaux n'avaient jamais été aussi intenses qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, et sachant que les Américains n'ont eux-mêmes jamais appliqué cette théorie, puisqu'ils ont toujours préféré la guerre. On a plus souvent fait la guerre pour le commerce que l'inverse. Je rappellerai quand même que le Commodore Perry est allé en 1850, mes souvenirs sont bons, bombarder Tokyo pour les forcer à s'ouvrir au commerce international. Et donc, à partir de 1957
à 1992, en fait, eh bien, ils sont parvenus à se faire oublier. Il faut quand même le faire. C'est-à-dire que la méthode Monnet, ça consiste à construire dans le silence le plus absolu des traités et à mettre les gouvernements devant le fait accompli. On essaye. Elle n'a jamais été mieux résumée que par l'inénarrable Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker, il a bien, entre deux rasades de whisky, il a des fulgurances. Et l'une d'entre elles, c'était « on essaye, et si on n'entend pas de cris d'orfraie, on continue ». C'est exactement ça. Les fonctionnaires européens de la Commission ne sont pas élus, ne sont jamais sanctionnés démocratiquement. Par conséquent, le temps travaille pour eux. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a une asymétrie dans le rapport au temps entre les gouvernements, qui eux dégagent tous les 4 ou 5 ans, extrêmement fragilisés, et les fonctionnaires européens, qui eux ont tout leur temps. Des décennies si nécessaire. S'ils veulent faire quelque chose, s'ils se heurtent à une hostilité, eh bien c'est pas grave. On attend qu'un autre gouvernement un petit peu plus conciliant se présente. Et donc jusqu'en 1992, ils sont parvenus à se faire oublier. Parce que les mesures qui étaient prises n'avaient aucun impact dans la vie quotidienne des gens. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des gens qui ont connu cette époque-là, des années 60. Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu parler de la construction européenne? Et c'est pire que ça. Si vous réfléchissez bien, traité de Maastricht de 1992, votre serviteur avait 18 ans à l'époque. C'est-à-dire que toute personne qui est plus jeune que moi n'a probablement aucun souvenir de ce qui s'est passé dans le traité de Maastricht. Et ça ira en empirant. C'est-à-dire que plus le temps passe, et moins il y aura de personnes pour se souvenir qu'il y a une autre possibilité que l'Union européenne. Et c'est pour ça que 10 ans, c'est beaucoup maintenant. On n'a pas 10 ou 15 ans devant nous pour réagir à cette structure qui se développe depuis 70 ans. Alors, en quoi Maastricht est vraiment différent d'un traité ordinaire? Eh bien, parce que Maastricht est entré dans notre Constitution. Les européistes ont compris qu'il fallait ramifier le droit européen au sein même de notre Constitution. Et c'est ce qu'ils ont fait en 1992. La Constitution, malgré l'opposition de Philippe Séguin, ou de Villiers, qui avait bien compris de quoi il s'agissait, l'Union européenne a fait son entrée en force dans la Constitution française. Et ça aura un impact sur les solutions qui sont envisageables. Alors, que se passe-t-il au traité de Maastricht? En quoi c'est vraiment un point de bascule par rapport aux autres traités antérieurs? Parce qu'avant le traité de Maastricht, on procédait par délégation de compétences. Et par définition, une délégation, ça se retire. Alors que le traité de Maastricht, c'est un transfert de compétences. Et un transfert, en langage européen, c'est définitif. Si vous regardez comment sont faits les traités européens, vous avez des compétences qui sont du ressort exclusif de l'Union européenne, de plus en plus nombreuses. Vous avez des compétences partagées, de moins pas très nombreuses, et vous avez des compétences, soit paraît-il, exclusives des États. Alors, qu'on appelle même plus comme ça, on appelle ça maintenant des compétences coordonnées, si mes souvenirs sont bons. Alors, la vision européenne de la chose est très simple. C'est ce qui est à moi, ce qui est à nous est à moi, et ce qui est à toi est en débat. Donc s'il y a des vases communicants, voilà. La Cour de justice européenne met son nez, puisque nous avons également hérité d'un système juridique de type anglo-saxon, qu'on nous a imposé, c'est-à-dire jurisprudentiel, qui n'est pas du tout dans notre mentalité. Donc ça marche par clapet, c'est-à-dire qu'une fois, si vous acceptez une fois quelque chose, ça fait jurisprudence. Et donc la compétence est partie pour toujours. Et vous en avez un exemple devant les yeux, assez récent d'ailleurs, si vous prenez le Covid, les commandes groupées de vaccins, ça permet, c'est un pied mis dans la porte pour s'emparer de la santé. Et de faire des emprunts, et après de faire des emprunts communs, le fameux plan Covid. Il y a quelques semaines, le plan de 800 milliards de Mme von der Leyen pour acheter des armes, c'est un pied mis dans la porte, pareil, pour s'immiscer dans la défense, dans l'organisation de la sécurité du pays, alors que c'est une des rares, disons, compétences exclusives qui restent à nos États.
Parce qu'à bien y réfléchir, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui reste comme compétence pour un État comme la France? À part le code de la nationalité, rien, plus ou moins rien. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait dire à Marie-France Garot dans une émission, je me souviens très bien, je crois que c'était Bernard Rapp qui lui avait demandé est-ce que la France est encore un pays? Et elle avait répondu écoutez, un pays, ça vote les lois, ça les applique, ça décide de la paix et de la guerre, et ça bat monnaie. Eh bien, nous n'avons plus actuellement aucune de ces attributions. Donc nous sommes officiellement plus un pays depuis 1992. Il faut le dire, ça fait 30 ans que la France n'est plus un pays. Si vous regardez n'importe quel État américain, est plus indépendant vis-à-vis de l'État central que ne l'est la France vis-à-vis de l'Union européenne. Et donc, pour revenir au traité de Maastricht, le traité de Maastricht énonce les piliers européens, ce sur quoi tout sera basé, c'est-à-dire la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et la concurrence libre et non faussée. Voilà. Et plus l'avènement de l'euro, de ce monstre, de cette anomalie de la nature qui entraînera notre ruine après une décennie à peu près. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne à partir de 1992? C'est un espèce de marché liquide en interne, ouvert sur le monde, sans aucune réciprocité. Par exemple, vous savez que n'importe quelle entreprise chinoise a le droit de participer à un appel d'offres en Europe. Il n'y a pas de préférence européenne dans le traité de Maastricht. Voilà, c'est une espèce de méduse, si vous voulez, complètement liquide, incapable qui n'a pas la volonté de se protéger. Quelle est la volonté de l'Europe? Est-ce que l'Europe a une volonté? C'est ça la vraie question. Aucune. L'Europe n'a pas de volonté de puissance sur l'extérieur. D'ailleurs, personne ne la respecte depuis bien longtemps. Je ne sais pas si vous avez remarqué que toutes les décisions importantes se prennent sans nous, y compris celles qui concernent notre propre sécurité. Si vous allez sur le site internet de l'Europe, comme je l'ai fait, parce que j'imagine quand même qu'ils allaient quand même faire la publicité de leur propre action, la défense des droits des minorités. C'est tout. Rien d'autre. Donc quand on n'a plus de pouvoir, quand on n'est pas capable d'imposer sa puissance sur l'extérieur, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on devient méchant sur l'intérieur. Donc il se retourne sur nous pauvres citoyens, où les normes s'abattent sur nos têtes à une cadence infernale. Et on vous interdit de faire du feu, on vous interdit de rouler, on vous interdit à peu près tout ce qui pourrait vous faire plaisir. Donc, premier jalon important, Maastricht 92, intrusion dans notre constitution. C'est ça qu'il faut retenir. Et puis, les piliers européens. Ensuite, et l'euro. L'avènement de l'euro 10 ans plus tard, en 2002. Alors, quand même, pensez à l'euro. Moi, quand j'ai terminé mes études en l'an 2000. En l'an 2000, donc, à l'université, j'avais des professeurs très, très prestigieux, comme le professeur Saint-Étienne, monsieur Saint-Étienne, si vous connaissez, qu'on voit souvent à la télévision, qui nous expliquait déjà pourquoi l'euro ne fonctionnerait pas et quels en seraient les travers. Qu'est-ce que c'est que l'organisation économique de l'Union européenne? C'est une zone donc, où on met en concurrence totale, avec la même devise, des pays aux compétitivités complètement différentes. Avec quoi? Alors, n'importe quel économiste un peu sérieux vous dira que ça ne peut pas marcher. C'est pas possible que les pauvres vont s'appauvrir et que les riches vont s'enrichir, c'est tout à fait normal. Eh bien non. L'Union européenne avait décrété qu'il y aurait convergence. Le mythe de la convergence, c'est-à-dire que les pauvres allaient devenir riches sans que les riches ne s'appauvrissent. Voilà. Que nous allions, les pays du Sud allaient devenir ultra compétitifs comme les Allemands, mais que les Allemands allaient rester exactement comme ils sont. C'est comme si vous me disiez, je sais pas, vous enfermez des tigres et des moutons dans un enclos, d'accord? Si vous revenez un mois après,
peux vous garantir que votre mouton n'aura pas développé des canines et que votre tigre n'aura pas développé de la laine non plus. Mais par contre, les tigres auront bouffé les moutons, ça c'est sûr. C'est exactement ce qui s'est passé, comme prévu en fait, comme prévu. C'est-à-dire que les pays du Sud se sont désindustrialisés, appauvris. Donc cet appauvrissement a entraîné quoi? Des déficits commerciaux, une réduction du nombre des recettes fiscales, et ça se traduit par quoi? Par de la dette, tout simplement. Déficit commercial, désindustrialisation égale dette égale situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui à dépenser 70 milliards par an juste pour les intérêts. Et ça, ils le savaient depuis le départ, mais l'idéologie européiste est tellement puissante qu'ils pensent que... Enfin, est-ce qu'ils en sont convaincus? C'est la question que je me pose, en fait, parce qu'il y a quand même des gens plus ou moins sérieux dans ces... je veux dire, des économistes assez connus, qui sont ouvertement européistes, mais ces gens, je pense, nous ont trompés. Je pense qu'ils ont toujours su que ça ne fonctionnerait pas. Mais c'est pas grave, là n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est l'intégration, l'intégration, l'intégration. Et c'est là que nous arrivons en 2000, donc l'euro en 2002, là, cette magnifique monnaie qui était censée, je vous rappelle l'objectif de l'euro. L'objectif de l'euro était de faire concurrence comme monnaie de réserve au dollar américain, et c'est dur de dire ça sans rigoler, de faire concurrence au dollar américain et au yuan. D'accord ? Donc si vous regardez le bilan maintenant, l'euro n'est pas plus une monnaie de réserve que l'étaient le franc et le Deutschmark ensemble. C'est-à-dire que l'euro n'a aucune crédibilité de manière internationale. Par contre, il a ravagé l'économie de la France et du Sud, il a mis la Grèce au bord de la faillite, il a détruit l'économie italienne, que le PIB italien n'a pas grossi depuis presque 25 ans, et comme par hasard, quand vous regardez les courbes, tout commence avec l'euro. Mais par contre, la seule hypothèse qui n'est jamais envisagée, c'est que l'euro puisse être responsable de tout ça. Donc, ça, on n'en parle pas. Alors, M. Sarkozy, après sa forfaiture de 2005, ou 2008 c'est 2005, oui, avec le nom, voilà, c'est ça. 2008, c'est l'heure de l'histoire. Voilà. Donc après sa forfaiture de 2000, vous dites monsieur 2008. Lisbonne, c'est 2008. D'accord. Donc on nous a fait passer par voie parlementaire, ce que nous avons refusé, par voie référendaire. Ah oui. Et ça c'est le nouveau discours de l'Union européenne, ça. C'est très important. Ça aussi, c'est un grand point de bascule, ces dates-là. Parce qu'avant, ils essayaient à moitié de nous convaincre, de nous expliquer que tout ça c'était pour notre bien, que la France était trop petite. On est toujours trop petite, c'est marrant. En fait, non, on n'est même pas trop petit, on est exactement la mauvaise taille, si vous les écoutez. Parce que si vous leur montrez à nos portes, nous avons la Suisse, alors 8,5 millions d'habitants. Les Suisses, actuellement, vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué que notre convention avec eux a pris fin il y a 1 an, je crois, et nous sommes en renégociation commerciale avec eux. Ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas du tout pressés, les Suisses. 8,5 millions d'habitants, tout va bien pour eux, ils se protègent. Donc oui, mais la Suisse, c'est pas pareil. Après, alors la Corée du Sud, ah oui, mais c'est pas pareil, c'est en Asie. Donc, quel que soit le pays auquel vous compariez, c'est jamais bon. La France a juste la taille qu'il faut pour ne pas pouvoir être indépendante et avoir sa devise. Voilà, comment ça fonctionne. Et donc, à partir de 2008, donc, vous les avez déçus. C'est-à-dire que vous les avez profondément déçus. Je vous le dis. Vous connaissez cette phrase de Brecht, le gouvernement a perdu toute confiance dans le peuple, il est grand temps de changer de peuple. Eh bien c'est exactement ce qui va se passer. Voilà. Mais ils ont perdu confiance en vous, il est grand temps de vous remplacer. Et donc, c'est là que on commence à penser au plan Juncker. Le plan Juncker, c'est-à-dire l'arrivée de 50 millions d'immigrés, la plupart de la bande sahélienne et musulmans, en Europe. Donc, je vous fais quand même un rapide calcul, 50 millions d'immigrés, musulmans, c'est quand même un minimum de 20% pour nous. Hein. Je pense qu'on ne peut pas y échapper. Donc essayez d'imaginer 10 millions
des millions supplémentaires d'immigrés subsahariens en France, hein, et des conséquences sociétales et économiques qui en découleront. En venir, d'où leur vient leur passion pour l'immigration. Parce que connaissant personnellement M. Breton, parce que quand j'étais étudiant, je donnais des cours chez lui à sa fille pour qu'elle puisse avoir son bac, donc je l'ai beaucoup côtoyé, et je dois dire qu'il n'est pas apparu comme quelqu'un qui a une passion dévorante pour les immigrés. Ça ne m'a pas frappé. D'abord parce qu'il ne les fréquente pas, j'imagine, mais surtout parce qu'ils voient les choses autrement. Ils veulent nous transformer en consommateurs. Ce qu'ils veulent, c'est 450 millions de consommateurs, un petit peu producteurs si possible, mais majoritairement des consommateurs. Et que voulez-vous mieux qu'un Malien déraciné, polygame si possible, comme pur consommateur dans son HLM? Voilà, c'est ça, l'Union européenne. Et donc, à partir de 2007, on peut considérer, après on a consolidé un petit peu, mais on peut considérer que la construction européenne est arrivée à échéance. Il ne reste quasiment plus rien. Avec la généralisation de la majorité qualifiée au Conseil européen, les chefs d'État, donc nous perdons notre veto, il n'y a plus de droit de veto, tous décident sans vous, et on vous le dit clairement. Maintenant, si vous écoutez l'argument européiste, on ne vous dit pas, on n'essaie pas de vous convaincre. M. Juncker, encore, vous dit aucune initiative démocratique ne peut aller contre les traités. Il a dit ça à propos de la Grèce, qui refusait le diktat européen. Aucune initiative démocratique ne peut aller contre les traités. C'est clair et net. Maintenant, la Commission est dépolitisée. C'est juste que contre les traités. On a mal compris. Oui. Aucune initiative démocratique ne peut aller contre les traités. C'est-à-dire, ils ont changé d'argumentaire. Maintenant, la Commission est complètement dépolitisée. Vous n'avez plus la main sur nous. Nous faisons ce que nous voulons. Et donc, vous ne voulez pas des 50 millions d'immigrés, eh bien, vous les aurez quand même. Vous ne voulez pas du traité Mercosur, vous ne voulez pas de traité de libre-échange, eh bien, vous les aurez quand même. Les traités de libre-échange se négocient. Dans des négociations, vous ne connaissez ni les prémices, ni les conclusions, ni même les objectifs des négociations. On vous prévient quand c'est terminé, et vous êtes prié de ratifier. Vous ne voulez pas ratifier, comme c'est le cas pour le Mercosur, eh bien, vous l'aurez quand même. Ça sera comme en 2007, vous verrez, ça apparaîtra petit à petit. Ils ont déjà prévenu en plus comment, ils nous ont même dit comment ils allaient faire. Ils vont le découper en morceaux et vous aurez le traité de libre-échange du Mercosur. C'est tout. Donc là, voilà où nous en sommes actuellement. Ces gens-là ont pris leur indépendance. C'est fini. Il n'y a plus aucune... Alors vous allez me dire, mais ouais, je vote moi quand même. Oui. Mais voter ne veut pas dire être en démocratie. C'est pas parce que vous mettez un morceau de papier dans une urne que vous êtes en démocratie. C'est pas vrai. Il faut encore que les gens pour que la personne dont le nom est noté sur le morceau de papier ait la volonté de vous écouter, mais surtout ait encore une prise sur le réel, ce qui n'est plus le cas. Si vous regardez qu'est-ce que votre Assemblée nationale, une chambre d'enregistrement, une chambre notariale, rien d'autre. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la baisse de qualité du personnel politique. Si vous avez des gens comme, je sais pas, comme M. Boyard, ou si vous avez des analphabètes comme Delégu, qui n'arrivent même pas à annoncer, le pauvre, il n'arrive même pas à annoncer une question que son assistant parlementaire a dû lui écrire, il n'arrive même pas à la lire. Il déchiffre. Si des gens comme ça sont députés, quand même, écoutez bien ce que je viens de vous dire. Ils sont députés, ils votent des lois. Les analphabètes, d'accord. D'accord. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est plus là que ça se passe. Le pouvoir a déserté. C'est plus là. Alors évidemment, on monte le chapiteau tous les 5 ans pour voter, il y a des empoignades, mais au final, au fond d'eux, ils savent que c'est terminé. Ils savent que c'est pas là que ça se joue. Par contre, il faut toujours maintenir le doute. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas
ne s'agit pas de dire publiquement, bon ben voilà, on n'a pas de pouvoir, on ne peut rien faire, on a la main sur rien parce que tout se décide à la Commission, parce que sinon, tout naturellement, vous allez poser la question de leur existence. Pourquoi payer ces gens-là s'ils n'ont pas de pouvoir? Alors, ils sont sur la, ils marchent sur une corde assez réelle. Il faut faire semblant d'avoir du pouvoir tout en sachant qu'on n'en a pas. C'est pas confortable, j'imagine que c'est pas tellement agréable. Alors, maintenant, regardons, si vous voulez bien, 70 ans d'Union européenne, qu'est-ce que ça a engendré pour la France? La prospérité, en termes de prospérité et en termes de société. Pour nous, c'est très simple, 2,5 millions d'emplois détruits, d'emplois industriels détruits. Un PIB industriel qui est tombé, si les souvenirs sont bons, en dessous de 9% du PIB. C'est-à-dire que je commence même à me demander si on va encore avoir notre place au G7 et au G20. Si ça continue, on va probablement être expulsé assez vite. Une dette colossale. De toute façon, on n'arrive pas à dresser la barre. Et puis une immigration galopante, musulmane, contre laquelle nous ne pouvons a priori rien faire, puisque... Alors, les traités européens sont assez vicieux en termes d'immigration, parce que, officiellement, c'est de votre ressort. Officiellement, ça reste une compétence exclusive de l'État, sauf que, une fois qu'ils ont mis le pied en Europe, ça n'est plus. Voilà. Après, ils dépendent de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, vous n'avez plus... Nous ne sommes plus gouvernés. Nos gouvernants ne sont pas des gouvernants. Ce sont des intermittents du spectacle, quoi. Voilà, c'est ça, des intermittents du spectacle. Des gens qui sortent tous les 4 à 5 ans pour faire le clown et ça s'arrête là. Et ça s'arrête. Alors, et on n'est pas les seuls. L'Italie est paupérisée. La Grèce est un pays qu'on peut qualifier d'un pays du tiers-monde maintenant. L'Espagne et le Portugal, dont on nous dit dans la presse, dont on nous dit sur BFM que c'est magnifique, que vraiment ils ont une économie florissante. Moi qui ai vécu là-bas quand même quelques années, c'est pas l'impression que j'en ai eu. Oui, il y a des emplois, mais quoi comme emploi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on développe comme emploi? Tourisme. Du tourisme de masse, exactement. Donc c'est donc ça l'avenir qu'on nous promet. Des emplois touristiques, des emplois liés au tourisme de masse, c'est-à-dire aucune chance de générer de la croissance avec ça. Alors c'est très bien le tourisme, je dis c'est très bien pour celui qui le fait, mais il faut juste comprendre que vous ne pouvez pas nourrir un pays développé avec ça, avec des activités qui ne sont pas scalables. C'est-à-dire que ça c'est un concept très important, c'est que un restaurant par exemple, si vous voulez doubler le chiffre d'affaires, il faut doubler le nombre de tables. Et puis quasiment doubler le nombre d'employés. C'est une activité qui n'est pas scalable, voilà, qui n'a pas d'effet d'échelle. C'est pareil pour un médecin généraliste. Vous ne pouvez pas voir qu'il n'a que 4 mains, il ne peut pas voir 50 patients dans la journée. S'il veut doubler son chiffre d'affaires, il faut qu'il embauche un autre médecin. Et bien voilà. C'est ça ce qui nous arrive. C'est qu'on est en train de nous cantonner, l'Europe est en train de nous cantonner dans des activités non scalables, ce qui fait qu'on continuera de s'appauvrir. Alors que les pays exportateurs, eux, continueront à s'enrichir. Donc, est-ce qu'on a vocation à accepter ça? Vous n'avez pas vraiment le choix, puisque ça a été décidé comme ça. Chacun fait ce en quoi il est le meilleur. Ça s'appelle la spécialisation. D'accord. Et donc, nos ministres se félicitent que nous soyons traversés par 90 millions de touristes chaque année, qui ne laissent quasiment rien dans nos finances publiques, sinon des coûts écologiques et des coûts en sécurité. Donc la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut rester dans cette Union européenne telle qu'elle est? Certainement pas. Ou alors, si, on peut rester, bien sûr qu'on peut rester. Mais simplement, vous allez poursuivre la tendance. C'est-à-dire que on va continuer à s'appauvrir. Je ne sais pas si vous avez vu que la France, en parité de pouvoir d'achat, la France ne cesse de plonger. Elle a même croisé la moyenne européenne. C'est-à-dire que le niveau de vie des Français est en dessous de l'européen moyen. En parité de pouvoir d'achat, parce que bien sûr, ces gens-là calculent en euros fixes. Et vous comprenez bien qu'avec 1000 euros en République tchèque, c'est pas 1000 euros en France. Donc c'est en parité de pouvoir d'achat qu'il faut regarder ça. On s'appauvrit chaque année. On descend dans tous les classements. La France est classée 25e dans tous les classements qui existent, que ce soit en termes
une parité de pouvoir d'achat, de classement PISA, éducatif, de santé, tout ce que vous voulez. On plonge, on plonge, on plonge. Quel serait le moyen de redresser ça? Il faut déjà commencer par redresser les finances publiques. Pour redresser les finances publiques, vous n'avez que 3 possibilités. Soit vous dépensez moins, mais de manière drastique. Donc, c'est ce que l'Europe veut nous inciter à faire. Si vous regardez, vous savez que tous les 6 mois, nos dirigeants reçoivent le semestre européen, c'est-à-dire la feuille de route. La feuille de route économique. Donc on vient de la recevoir, le paquet de printemps, ça s'appelle. Eh bien, il n'y a dedans que des réductions. Que des réductions, des réductions, des réductions. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des économies, hein, mais si c'est tout ce que vous avez dans votre poche, eh bien vous pouvez vous apprêter à refaire des économies tous les 5 ans. Voilà. Comme la Grèce. La Grèce, on a plongé, on a vendu tout ce qu'ils avaient, on a privatisé à peu près tout. Les pauvres, on a baissé leur retraite de 30%, ils ont des salaires de misère, et ça suffit toujours pas. Ils sont toujours endettés à 160% du PIB. Et bien nous, si on écoute ce que nous propose l'Union européenne, eh bien on va suivre exactement la même trajectoire. En pire probablement. Parce qu'on est moins malléable, disons. Deuxième possibilité, vous dites, je vais augmenter les recettes. Je ne sais pas si vous pensez qu'on peut taxer encore plus les entreprises et les travailleurs. A priori pas. La dernière solution, c'est la croissance économique. Or, pour faire de la croissance économique, il faut réindustrialiser. Maintenant, on a compris. Il y a 10 ans, vous avez encore des gens comme M. Hollande qui vous disaient « Ah, bah, écoutez, c'est pas grave s'il n'y a plus d'usine. Les Chinois nous vendront des chaussettes et des t-shirts, et puis nous, on leur vendra des Airbus. » Ça, c'était la vision de l'économie mondiale de ces grands visionnaires. Maintenant, on sait que les Chinois, non seulement nous vendent des chaussettes, des t-shirts, mais également des Airbus. Voilà. Enfin, ça va venir. Ils vont arriver. Puissance spatiale, enfin, ils nous ont pas attendu pour se développer, je peux vous dire. Donc, pour se réindustrialiser, une chaîne de valeur industrielle, c'est très facile à détruire, mais c'est très compliqué à construire. C'est pas, il ne s'agit pas de monter une giga-usine, une giga-factory, comme l'a fait M. Macron. Ça, c'est la vision pyramidale européenne. On installe une usine. Non, il y a tout un biotope à installer. Et il faut s'assurer que l'argent de l'État, que l'argent aille aux entreprises françaises et pas aux entreprises européennes, ce qui est interdit par la législation européenne. Donc vous ne pouvez pas réindustrialiser avec l'euro, qui est la monnaie commune avec l'Allemagne, c'est-à-dire notre principal ennemi économique, parce que c'est pas la Chine, notre ennemi. Notre ennemi, il est à nos portes, il est de l'autre côté du Rhin. On ne peut pas se permettre d'avoir la même monnaie que ce monstre industriel. C'est tout. Si on veut se réindustrialiser, ce sera à leur dépens. Et ça, dans le cadre européen, ils ne le permettront pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est là qu'on va commencer à se friter. Il y a plusieurs possibilités. Nous allons évoquer que ce qui a du sens, quoi, tu vois, tout ce qui est farfelu. Par exemple, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai une mauvaise nouvelle. Vladimir Poutine ne viendra pas. Sur son destrier, vous sauver du dragon européen, comme beaucoup de gens semblent le prétendre. Donald Trump non plus ne viendra pas. Le surpuissant Viktor Orban ne viendra pas non plus, je vous le dis. Donc c'est pas ça, vous pouvez déjà éliminer attendre la puissance de l'extérieur, ça ne fonctionnera pas. A priori, je pense que ça ne fonctionnera pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Alors vous avez des gens qui vous disent on va désobéir. J'entendais hier, par exemple, c'est Mélenchon par exemple, on désobéit. D'accord. J'ai écouté hier, avant-hier en conduisant, sur Radio Courtoisie, M. Dupont-Aignan qui disait, dans un premier temps, on va désobéir. C'est-à-dire qu'on ne paiera plus. C'est ça ce qu'il a proposé. On ne paye plus les 13 milliards. Alors les 13 milliards, soi-disant, qu'est-ce que les Européens nous disent? L'accès au marché européen nous coûte 13 milliards. Ce qui n'est pas beaucoup quand on y pense. Maintenant, monsieur, si je vous prends 1000 € sur votre compte, je les prends, d'accord?
Est-ce que vous mangez à McDonald's, monsieur, ça vous plaît McDonald's? Pas trop. Vous jouez à la console Nintendo? Non plus. Non, je ne vous ai pas choisi par hasard, vous inquiétez pas. Voilà. Imaginez que sur ces 1000 euros, je vous en rends 500, mais je vous dis attention. Seulement en bon d'achat McDonald's et seulement en console Nintendo. Mais à condition que vous remplissiez correctement tous les, bien sûr, tous les formulaires adéquats. Est-ce que je vous ai rendu 500 euros? Je vous ai rendu quelque chose n'est pas 500 euros. Eh bien, c'est-à-dire que ça nous coûte bien plus cher que 13 milliards. Ça nous coûte probablement même bien plus cher que les 29 milliards qu'on débourse, puisque ces 29 milliards, on en a besoin pour faire autre chose. Donc voilà, argument européiste que vous pouvez déjà écarter sans aucun problème. Alors la désobéissance, prônée par certains, eh bien on va revenir à la présence des traités européens dans notre Constitution. C'est pas un hasard s'ils sont là. Qu'est-ce qui se passe si vous désobéissez? Bien sûr, vous allez vous heurter à la Cour de justice de l'Union européenne, qui va tout de suite entamer une procédure. Mais avant ça, vous allez vous heurter à vos propres institutions. Quelqu'un va saisir le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, et on vous dira, monsieur, vous avez un article qui s'appelle dans la Constitution, qui, si mes souvenirs sont bons, s'appelle l'article 88.1, qui vous dit que la France participe de son plein gré à l'Union européenne et on accepte les transferts de compétences. Après, on vous dira, article 55, monsieur, les traités internationaux s'imposent aux lois nationales. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous aurez un juge constitutionnel qui vous dira non. Ça n'ira même pas jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc la désobéissance est une blague. Ou alors, non, je veux bien, ou alors vous dites, j'en ai rien à faire de mon Conseil constitutionnel. Ça ne m'intéresse pas. Je passe outre. C'est possible. C'est possible, hein. Mais vous comprenez bien qu'on est dans un autre univers. Là. Moi, que j'ai fait lire, je me place dans un cadre, disons, dans le cadre du respect des institutions de la Ve République. Si vous faites enfermer tous les juges du Conseil constitutionnel et vous mettez aux arrêts tous les juges du Conseil d'État, on est dans un autre système qui me plairait bien, mais c'est pas l'objet. Vous voyez? Donc, la désobéissance, c'est juste pas possible. C'est pas raisonnable de proposer ça. Alors, on va vous dire, il y a la renégociation. C'est pas quelque chose qu'on peut... La renégociation, je suis d'accord, c'est pas quelque chose qu'on peut écarter d'un revers de la main. Ça a du sens de penser à renégocier. Maintenant, regardez un peu ce qui s'est passé avec l'Angleterre, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a tenté de renégocier. Monsieur Cameron a dit aux institutions, laissez-moi réguler mon immigration, s'il vous plaît, parce que ça commence à gronder chez moi. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Rien. Une fin de non-recevoir. Monsieur le maire, pendant 18 mois, d'essayer de négocier un aménagement du marché européen de l'électricité. Crucial pour nous. Parce que nous, il n'y aura pas de réindustrialisation. Si on ne peut pas utiliser notre énergie nucléaire comme nous le souhaitons, il n'y aura pas de réindustrialisation en France. Ça n'arrivera pas. Parce que c'est le seul levier qu'on a. On a un modèle social, on ne va pas le tuer du jour au lendemain. Le coût du travail restera toujours élevé en France. Les matières premières, on n'en a pas, donc on continuera toujours à subir les prix internationaux en dollars. Il nous reste un seul levier, l'énergie nucléaire. Donc le seul moyen, c'est de récupérer ça. Vous pensez que l'Allemagne va vous laisser faire? Elle, dont les prix de l'énergie ont été multipliés par 10, jamais. Ça n'arrivera pas. Il n'y a rien à renégocier avec ces gens. Ces gens ne négocient pas depuis 70 ans. Vous croyez quoi? Qu'ils vont se mettre à négocier du jour au lendemain? Non. Deuxième chose, pour renégocier, faudrait-il encore que les autres pays européens soient d'accord? Il y a beaucoup de pays pour qui cette Europe, elle est très bien. Elle est magnifique. Pour l'Allemagne et la Hollande, c'est très bien, cette Europe. Ça leur ouvre un marché gigantesque. Les Hollandais sont toujours arrangés pour jamais rien payer. Vous voyez, font partie des gens les plus riches d'Europe. Ils sont quasiment à zéro. Ils ne sont pas contributeurs nets, ou à peine, ou quelques centaines de millions d'euros. Les contributeurs nets, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est Allemagne, France en numéro 2, Italie, jusqu'à récemment, et puis Luxembourg, j'imagine quand même que Luxembourg est un petit peu sans pas tout à fait normal. Voilà. Mais les autres, vous croyez que M. Orban, il a envie de modifier l'Union européenne de quelle est? Ça ne change pas. Elle est très bien cette Union européenne. Elle lui rapporte 4% de son PIB chaque année à peu près. Pourquoi voulez-vous qu'il change ça? On va prendre appui pas que sur lui, sur le club de Visegrad.
mais le club de Visegrad, donc qui regroupe la Pologne, parmi les derniers entrants, Pologne, Slovaquie, Hongrie, et puis je ne sais plus, je m'oublie peut-être un... République tchèque. République tchèque, voilà, Tchéquie, pardon. République tchèque, voilà, c'est ça. Ces gens-là se regroupent dans un club, pourquoi? Parce que ce club est un lobby financier, c'est un lobby de pression, avec un seul objectif, soutirer le maximum d'argent du contribuable allemand et du contribuable français. Il est hors de question pour ces gens de sortir de l'Union européenne ou de la modifier. La Pologne a touché 40 milliards l'année dernière, vous croyez quoi? Elle espère bien les toucher encore cette année. Vous ne pourrez rien renégocier avec ces gens. Donc, qu'est-ce qui reste? Et il reste la sortie sèche. Alors, comment la faire? Comment la mettre en place? C'est tout l'objet du livre. Alors, il y a des gens qui préconisent une sortie sèche, comme ça, hors traité. Je crois que c'est pas raisonnable, dans le sens où, il faut quand même que la parole de la France garde un peu de valeur. Si vous avez signé un traité, vous en respectez les termes. Sinon, vous le dénoncez. C'est ce que fait un pays digne de ce nom. Vous ne pouvez pas sortir du jour au lendemain. Comme ça, sans prévenir personne, si vous voulez. Donc, comment jouer la sortie? Comment informer mes partenaires que nous avons l'intention de nous barrer? Alors moi, je pense qu'il faut déjà hiérarchiser les choses. L'économie, c'est très important. Très très important, l'économie. Mais il est encore plus important que ça. Avec qui seront les futurs Français? À quoi ils vont ressembler? Qui sont-ils? Avec qui vous allez partager votre quotidien? Dans les transports, dans les écoles? Ça, c'est vraiment important. Le reste... Et si on me dit que c'est pas important et que 10 millions d'immigrés vont débarquer, mais que c'est pas important, que c'est l'économie qui prévaut, je peux vous dire que c'est intimement lié, parce que aucun système mutualiste ne pourra survivre à l'arrivée de 10 millions d'immigrés. Aucun. C'est pas la peine de se casser la tête pour savoir comment on va sauver les retraites, la sécurité sociale. Laissez tomber. Laissez tomber. Avec 10 millions de bénéficiaires non cotisants venant de la bande sahélienne, restez chez vous, ouvrez-vous une bonne bouteille de vin, comme dans le camp des saints, vous savez, je sais pas si vous... Voilà, vous savez, le personnage qui est chez lui et qui attend la marée humaine gentiment en dégustant un grand cru. C'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, nous considérons que l'immigration prévaut sur l'économie. C'est un choix que j'assume, mais surtout l'immigration musulmane, précise. L'Union européenne ne vous laisse pas la possibilité de traiter l'immigration en termes qualitatifs ou quantitatifs. Vous ne pouvez pas dire, moi je préfère des immigrés de cette région du monde parce qu'ils vont s'intégrer mieux. Non. Les gens arrivent avec des droits garantis par la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. Cour européenne des droits de l'homme, je le rappelle, ne fait pas partie de l'Union européenne. Et bien antérieure. Et c'est pour ça que ça c'est un gros point faible. Je ne sais pas si certains d'entre vous fendent du bois, si ça vous est arrivé de fendre du bois, mais quand vous avez une grosse bille de bois, vous y mettez un coin et vous mettez un coin là où vous pensez qu'il y a une fragilité où ça va exploser. La fragilité de l'Union européenne, elle n'est pas dans l'Union européenne, elle est dans la Cour européenne des droits de l'homme. Donc vous pouvez sortir en utilisant la Convention de Vienne très facilement. En 6 mois. Vous informez le Conseil de l'Europe que vous sortez de là et que vous ne dorénavant, vous ne respecterez plus les injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce que les Anglais n'ont pas osé faire, et ce qui leur coûte très cher, parce qu'ils sont sortis de l'Union européenne, mais ils n'ont pas osé sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est bien qu'ils arrivent à expulser personne. Voilà. C'est toujours faisable. C'est toujours faisable. Qu'est-ce qui est faisable? De sortir de la Cour européenne. Bien sûr, mais c'est même bien plus facile. Il suffit, oui, c'est toujours oui. J'espère pour eux qu'ils le feront, mais lors du Brexit, ils ne l'ont pas fait. Ils ont pensé que c'était pas nécessaire. Grosse erreur. Et donc, si vous sortez de la Cour du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que d'une vingtaine
de traités qu'on a signés dont vous ne connaissez même pas l'existence, hein, parmi lesquels le plus connu c'est le pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech qui organise les migrations. Alors le pacte de Marrakech dont on vous dit qu'il est non contraignant. Mais seulement non contraignant. Oui, d'accord. Imaginez une seule fois qu'un avocat un peu ingénieux parvienne à faire reconnaître le pacte de Marrakech dans une décision. Et bien ça fera jurisprudence. Et ce pacte deviendra contraignant de fait. Voilà ce qui va se produire tôt ou tard. Parce que ça engage quand même la parole de la France. Donc, Conseil de l'Europe, CEDH, donc, pacte de Marrakech, et puis une dizaine de traités avec des pays improbables, donc je ne comprends même pas comment on ait pu signer ça. Si vous sortez de là, quelle va être la réaction de l'Union européenne? C'est un message. C'est un message très clair que vous lui envoyez. Et en plus, vous la mettez dans une situation extrêmement difficile. Parce que depuis que l'Union européenne est une entité juridique, il est question depuis des décennies de la faire rentrer dans la Cour européenne des droits de l'homme. Elle pourrait entrer, mais elle ne le fait pas. Pourquoi elle ne le fait pas? Parce qu'elle n'a pas envie. L'Union européenne ne partage pas le pouvoir. Elle n'a pas envie de recevoir les injonctions d'une cour extérieure. Donc ils ne peuvent pas vous reprocher de sortir d'une cour dans laquelle eux-mêmes n'ont pas voulu adhérer. Et vous envoyez un message très clair. Si vous êtes capable, si vous avez les tripes de faire ça, ils savent très bien ce que ça signifie, que vous aurez également les tripes d'aller un petit peu plus loin. Et vous résolvez une grande partie du problème migratoire, mais pas tout, parce que la plus nuisible est de loin la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, après, vous entamez des négociations. C'est normal. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas, disons, il y a quand même une politesse minimale. Vous informez vos partenaires européens que vous souhaitez renégocier les traités, on vous dira non. C'est un peu comme Bernard Blier dans un idiot à Paris, vous savez, il y a une scène où il y a la grève, et il dit si vous avez des revendications, vous m'envoyez une lettre, je la mets au panier, on n'en parle plus. C'est ce qui va se produire. Ou alors on vous dira pas non, parce qu'ils ont plus dit que ça, mais ça va s'éterniser. On va commencer à parler des négociations, on va consacrer 6 mois à déterminer la méthode de négociation, et puis 6 autres mois à commencer. On n'a pas de temps. Du temps, on n'en a pas. Donc ce sera non. Il n'y aura pas de renégociation. Donc vous activerez l'article 50. Comme l'a fait le Royaume-Uni, parce qu'il n'y a pas le choix. Alors, certains préconisent, j'ai entendu, le cercle Aristote, toujours provocateur, préconise de ne même pas activer l'article 50, si mes souvenirs sont vrais, d'utiliser la Convention de Vienne sur les traités. Alors, je vous dirais, qu'est-ce que ça change? Ça change que c'est une mesure vexatoire qui n'est pas nécessaire. Si vous activez la Convention de Vienne au lieu de l'article 50, c'est-à-dire que vous signifiez à l'Europe, à l'Union européenne, que vous n'acceptez même pas les termes de leur négociation pour la sortie. Je ne vois pas l'intérêt, disons, de rentrer dans un conflit sur la méthode de sortie, alors qu'il existe un article pour faire ça. Une fois activé l'article 50, il faut sortir très vite. Pourquoi? Parce que nous avons un gros problème qui s'appelle l'euro et la dette. On ne peut pas se permettre de négocier pendant 10 ans, parce que les taux d'intérêt vont monter très vite. Et c'est ça. Je ne vous ai jamais dit que ça se passerait sans douleur, d'accord? Simplement, il faut voir les choses comme ça. Peu importe que l'Europe soit l'origine de la totalité de nos problèmes, ou seulement d'une petite partie. Le fait est que, en restant dans l'Union européenne, vous n'êtes pas en mesure vous n'êtes pas capable de prendre les mesures qui s'imposent pour redresser la situation. C'est pas possible, c'est interdit. Tout ce que nous avons évoqué précédemment est illégal en droit européen. Donc il n'y a pas de choix. Il faut sortir de là. Alors maintenant, comment? Ça, j'imagine qu'on va en discuter, ensemble, et qu'il y aura quelques questions sur les conséquences plus ou moins agréables d'une sortie de l'Union européenne. Alors maintenant, à titre de conclusion, je dirais que on va m'objecter, ben quoi, vous voulez l'autarcie. Vous voulez l'autarcie de la France, qui va devenir l'Albanie ou la Corée du Nord. Il ne faut pas confondre souverainisme et autarcie, c'est pas la même chose. Et je rappellerai qu'il existe une Europe parallèle dont on ne parle jamais,
qui est même antérieure à la nôtre et qui s'appelle l'AELE. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ça. Association européenne de libre-échange, qui a regroupé jusqu'à 17 membres, parmi lesquels le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, et qui après en sont sortis parce que attirés par les sirènes européennes. Mais ça existe encore, l'AELE. Il reste que la Norvège, l'Islande, Liechtenstein et la Suisse. Et ça ne les empêche pas d'avoir signé un traité de libre-échange avec l'Inde. Et par quoi ça se caractérise? Et bien, c'est une Europe des nations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité supranationale comme la Commission ou comme le Parlement. Chacun, on vote quand tout le monde est d'accord, à l'unanimité, et puis c'est tout. Donc une Europe des nations est possible, et elle existe, et elle a déjà existé. Voilà, je vous remercie. Donc merci à Alain Falanto. On va faire une petite séance de questions. On prolongera certainement au cours du repas, au milieu de repas, comme on le fait habituellement. Donc s'il y a des questions, des remarques, des objections. Oui, Nicolas. Une question par rapport à un obstacle majeur que je vois, et on a l'exemple récent avec la Roumanie, et cet obstacle qui s'appelle Soros. C'est un obstacle. Est-ce que c'est un obstacle? En quoi c'est un obstacle? Financièrement? Sa puissance, quoi. Enfin, Oui, il a une puissance financière, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse en fait? Les élections. Je sais pas, les élections a filtré tellement partout que là, il a réussi à empêcher les candidats de se présenter. Mais est-ce qu'il est capable de faire ça en France? C'est ça la question. Oui, c'est grave, bien sûr. Déjà, M. Soros n'est pas éternel. Non, mais il a dû faire Dieu nous en préserve. Ces fondations sont très puissantes. Oui. Ah bah, et oui, ah oui, clairement. Et son fils est très proche de Macron. Hein. Bah, c'est normal. Oui, non, mais je veux dire, ils sont... J'avoue que j'ai pas étudié ce problème-là, la capacité de Soros à truquer des élections en France. Oui, bah, je rebondis sur Sylvie justement parce que ça bloque un peu cette sortie démocratique. C'est-à-dire que si en fait il nous empêche, quand on a quelqu'un qui est potentiellement, qui pourrait nous amener vers une sortie, s'il l'empêche, que ça soit en Roumanie, moi je considère que l'AfD par exemple aurait dû gagner personnellement, et je pense qu'ils ont fait croire à quelques pourcents pour créer cette illusion de démocratie, justement en leur disant, bah regardez, à quelques pourcents près vous auriez pu prendre le pouvoir, on sait que l'AfD serait sortie de l'UE, et l'UE serait tombée. Ils les ont empêchés, à leur manière. Alors après, est-ce que c'est démocratique ou pas, je sais pas. Mais moi je pense qu'ils bloquent le vote démocratique, justement. Moi c'est ça qui m'inquiète. Qui nous empêche d'avoir quelque chose de pacifiste et de démocratique. Moi je pense que Macron a été placé personnellement, je pense qu'il n'est pas élu démocratiquement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, c'est Macron qui sera dedans. Quand même, les gens ont quand même voté pour lui. J'en connais plein. Oui, commencer par mes propres parents. Je suis d'accord. Mais je pense pas que je pense qu'il est placé. S'il vous plaît, Denis, oui. Je voulais simplement dire que par rapport à ce qui a été exposé, je trouve que faire le lien de cause à effet entre l'appartenance à l'Union européenne et notre débâcle global en termes de compétitivité, en particulier industrielle, me semble un petit peu nuancé. Parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vécu toute ma carrière dans les entreprises où on était en compétition. Nous étions français par rapport aux Allemands, par rapport aux Danois, par rapport aux Anglais, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en ayant un engagement et en étant, comment dire, dans un fonctionnement où on faisait ce qu'il fallait, en termes de productivité, on battait les autres, en termes de compétitivité, on battait les Allemands. Donc on avait une possibilité de se développer et en dépit, ou même grâce à l'euro, parce que l'euro, en fait, c'est simplement le même état monétaire qui est la même contrainte, que ce soit pour les Allemands ou pour d'autres pays. Donc on y est arrivé tout en ayant en fait le bénéfice de l'euro qui nous permettait d'éviter de faire de perdre en comptabilité, etc., de devoir couvrir en fait des devises européennes, etc. Donc on avait au contraire un avantage à utiliser l'euro, et on a toujours pu, dans les entreprises industrielles françaises, avec un aliment frontalier bien sûr, et en dépit des problèmes que nous avions, mais qui ne sont pas européens, ce sont des problèmes de normes qui sont largement au-dessus des normes européennes,
que nous nous sommes imposés en France, alors qu'en Allemagne les normes sont plus légères, les normes européennes sont significativement en deçà de ce que nous nous sommes donnés, nous, Français. Donc, compétitivité, des normes imbéciles supplémentaires en France, le coût du travail, ce sont des décideurs français, en fait, qui ont planté le coût du travail, depuis les 35 heures, depuis les congés payés, etc. C'est pas du tout l'Union européenne qui nous a obligés de faire ça. Donc moi je vois, en tout cas, depuis les années 80, j'étais en charge d'affaires dans les entreprises industrielles, ce sont essentiellement des décisions françaises et non pas européennes qui ont plombé l'industrie française, la compétitivité, etc. Et je prenais toujours l'image, c'est que les industriels, les entrepreneurs français ont réussi à rester dans la course, en dépit du fait qu'il y avait dans le rucksack des normes beaucoup plus lourdes qu'ailleurs, et des semelles de plomb que nous nous sommes donnés, et non pas par l'Union européenne, mais par nos propres incuries. Les taux de prélèvement obligatoires, les coûts salariaux, etc. C'est pas l'Union européenne qui a imposé ça. Mais que je vous ai dit, ça n'a plus d'importance. Non, ça n'a plus d'importance. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises-là que je connais bien, elles continuent à prospérer en France, industriellement, avec l'euro et avec des règles du jeu qui existent. Et si nous étions en situation simplement d'avoir des dirigeants, on dit, ayant enfin le courage d'une approche libérale sur le plan économique en France, et bien nous serions, compte tenu de la compétitivité qui est intrinsèquement des meilleures en France par rapport à d'autres pays, et moi j'ai des exemples de 40 ans de carrière où on a été capable de continuer à se développer, de faire des extensions d'usines au détriment des Danois, au détriment d'Allemands, au détriment d'Anglais, tout en ayant tout ce que vous avez expliqué en termes de handicap. Donc c'est pas du tout contradictoire de rester dans l'Union européenne, surtout si on a des dirigeants qui sont capables de dire maintenant ça suffit. Les Allemands, vous voyez, les Allemands disent 2035, pas question, on n'en a rien à cirer. Nous, le thermique, on va continuer. Personne ne peut faire pareil. On peut aussi dire. Non, on ne peut pas faire pareil. On ne peut pas faire pareil parce qu'on ne contrôle pas les institutions européennes comme ils le font. Et pourtant... parce qu'on est con. Ouais. Donc il suffit de dire on arrête d'être con, on fait le général de Gaulle, ça on ne le fait pas, point. Mais nous avons, les Allemands votent de manière disciplinée, quel que soit leur parti politique, quand leurs intérêts industriels sont en jeu. Pas les nôtres, pas nous. On peut arrêter d'être imbécile. Oui, enfin, oui, évidemment. On peut, si Victor Orban est capable de dire allez vous faire voir pour la politique migratoire, je ne ferai pas. Il est toujours pas viré. Non, mais c'est tu t'arrêtes. C'est comme Mélanie. Il le fait. Mais non, il grogne, mais en fait, il est bien content d'avoir un changement. Mais lui, il défend son pays. Donc non seulement il récupère les sous, mais il fait plus d'immigration. Les Slovènes. Parce que les migrants n'ont pas intérêt à aller là-bas non plus. On va juste passer à une hospitalisation. Alors, donc ça, Cette intervention. je pense que c'est d'abord nous, avant l'Union européenne. Une dernière question. Oui, vas-y, allez. Il y a Pierre aussi. Je partage votre point de vue sur la sortie. Pour moi, l'enjeu existentiel pour la France n'est pas l'économie, c'est l'immigration. Vous l'avez dit et je partage parfaitement votre point de vue. Donc, activons l'article 50, mais pour ça, il faut être au pouvoir. Oui, il y a des Et conditions. est-ce que vous entrevoyez une conquête du pouvoir actuellement avec les forces en présence? Actuellement, écoutez, si je me réfère aux derniers résultats des européennes, non. Les deux partis, disons, souverainistes, qu'on appelle souverainistes, font moins que les partis animalistes. Font moins à eux deux que les farfelus qui n'ont aucun intérêt, donc actuellement, non. Est-ce qu'il y a un espoir de mettre en œuvre cet article 50? Moi, je pense qu'un événement exogène viendra. C'est la dette, c'est la charge de la dette qui nous forcera à faire quelque chose, parce que ça va devenir insoutenable très vite. Parce que vous voyez, vous entendez des chiffres, des centaines, des milliers de milliards, on perd la notion de ce que ça signifie. Mais je vais vous donner un angle, une vision différente. Vous collectez 270 milliards par an de taxes et impôts, c'est ce que vous gagnez, d'accord?
Et 70 milliards de ça passent dans les intérêts de la dette. C'est pas le remboursement. Les intérêts, parce que le capital est roulé. On emprunte, on doit emprunter 300 milliards tous les ans. Et donc ça finira par 350, ça ne fera qu'augmenter. C'est pas redressable. Parce que la seule façon de redresser ça, c'est la croissance. Et la croissance, c'est l'industrie maintenant. Maintenant, tout le monde en est convaincu. Avant c'était les services. Maintenant, on sait que c'est l'industrie. Et l'industrie, c'est l'énergie. À la fin, Corentin, et une question en même temps. Je pense qu'on est tous en accord sur l'idée qu'il y a un problème avec Bruxelles, les normes, la situation économique, et notamment pour la question migratoire, c'est évident qu'il y a un problème par rapport à ça. Il y a la question effectivement aussi de la possibilité de l'action politique, parce que notre problème majeur, en tout cas si on n'est rien en soi contre le principe du Brexit, mis à part quelques craintes économiques qui sont légitimes, parce qu'il y aura des conséquences économiques, et il faut le prendre en compte, puisque nos concitoyens quand même sont dans une inquiétude économique au regard de la situation qui est la leur, et de la situation de l'État en général. Mais bon, il faut quand même pouvoir réussir à agir, c'est-à-dire ça que politiquement, il faut quand même réussir d'une part à donner l'espoir, et à faire en sorte que la situation aille mieux. Donc je pense qu'il y a quand même tout un camp global qui est en accord avec le fait qu'il y a un problème avec l'Union européenne. Donc je pense qu'il faut quand même réussir à trouver des moyens d'entente entre les différents partis qui sont en accord avec ce diagnostic et voir où est-ce qu'il y a des champs d'action possibles. Après, l'idée de la rupture totale, peut-être que c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à faire accepter à l'ensemble de la population. Donc le débouché en termes de politique concrète, pour l'instant, je trouve que c'est très bien de continuer à maintenir cette idée-là, parce qu'effectivement, c'est une idée qui peut être une option pour l'avenir. Le débouché direct, c'est peu présent. Alors, il y a plein de choses que ça à dire. Il est évident qu'il y a à la fois des problèmes européens, comme il y a des problèmes intérieurs, là aussi, c'est une évidence, les questions de normes, les questions économiques, même les questions de justice. Bon. C'est pas parce qu'on rompra qu'on n'aura pas de problème avec nos propres juges. On voit Mélanie, par exemple, qui a ses problèmes avec... Ils fonctionnent de la même façon, les gens en Europe, comme nos propres élites françaises. Bon. Si on prend la question de ce rapport à l'Union européenne et de respect des traités, il y a aussi notre possibilité, je ne sais pas quel est votre avis sur ça, mais il y a quand même la possibilité de réforme de notre propre constitution. C'est-à-dire qu'il y a deux articles de notre constitution que qui venez d'évoquer, le 88.1 et le 55, sinon je crois que c'est ça, qui est notre rapport aux traités internationaux, notre rapport à l'Union européenne. Est-ce qu'il n'est pas possible de le réécrire pour pouvoir un petit peu modifier? Quelle différence entre ça sortir de l'Union européenne? Vous éjectez le rapport. D'une part, il y a le rapport. D'une part, vous ne le vendez pas, démographe, en termes, comment dire, de rupture, vous le vendez en termes, comment dire, de changement du rapport avec l'Union européenne, et donc c'est déjà pour quelque chose de plus compréhensible, peut-être plus acceptable pour l'ensemble de la population, me semble-t-il. Et oui, c'est pas une rupture nette en vérité, parce que théoriquement vous êtes encore dedans. Je trouve que politiquement c'est pas inintelligent, ça me paraît être peut-être faisable, après reste à voir si le Conseil constitutionnel de M. Ferrand est d'accord. En tout cas c'est quelque chose qui pourrait être envisagé. Le changement de notre rapport par nos propres décisions intérieures. Je sais que l'Allemagne a quand même plus de capacité d'action au travers de sa constitution, puisque Karlsruhe, le tribunal, se donne la possibilité de voir si ça respecte sa propre constitution, les directives de l'Union. Je sais, mais justement, ça pourrait être une possibilité. De réinterpréter tout ça, c'est dans le but de faire quelque chose. Si vous sortez l'Union européenne de là, c'est dans le but de désobéir. Sinon, bien sûr, de toute façon, il y a une idée d'un rapport de force qui est une nécessité. Une fois que vous désobéissez, vous vous retrouvez face à la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a la possibilité des sanctions. La possibilité des sanctions. Qu'est-ce que vous dites? Non, je ne paye pas. Voilà. C'est possible, je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est un autre univers que j'ai pas exploré. Là, moi, je pense qu'il faut qu'on travaille. J'ai rien contre le principe de travailler sur le Brexit. Je dis qu'il faut aussi travailler aux possibilités de qu'est-ce qui nous est possible de faire dans le cadre dans lequel on est, parce qu'on est enchaîné par ce qui a été fait en 92, en 2005, en 2008, enfin en 2005, et c'est ce qui est en place. Donc comment on fait pour agir? On a ces problèmes-là intérieurs, ces problèmes-là européens. Comment on fait pour... Je pense qu'il faut aussi réussir à ne pas rentrer dans une interprétation purement idéologique de c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. C'est démocratiquement on n'y arrivera pas, donc comment on peut faire autrement pour que ça soit mieux déjà? Une dernière question, Pierre, et après on refera des questions au cours du repas, vous inquiétez pas. Hein. Oui. Oui, alors moi j'ai une réflexion, une question. Alors la première réflexion, j'étais particulièrement heureux de l'introduction de Christine et puis des développements d'Alain Falonto aussi, au sujet de la question de l'immigration et de l'islamisme.
Christine a fait part qu'il fallait rechercher, aller au-delà du phénomène, mais d'aller rechercher les causes, quoi. Et la critique qu'on peut, faire au clan national, c'est de se focaliser sur la nuisance et de ne jamais braquer le projecteur sur les causes de l'islamisme et de l'immigration, des nuisances que nous subissons. Et donc, quand on va, quand il y a des événements dramatiques, par exemple Thomas à Crépol, on va dire tué par la racaille. Mais je pense qu'on ferait mieux de dire tué par les politiques migratoires de l'Union européenne. Je pense ça serait beaucoup plus juste et surtout beaucoup plus efficace, quoi. Parce que c'est le Rakhalistan, ça n'a pas de gouvernement, ça n'a pas d'organisation, c'est juste une nuisance. Par contre, les gens qui organisent tout ça, c'est une organisation, c'est des gens, etc. Et je pense qu'on se trompe beaucoup sur notre mode de réaction par rapport à ces phénomènes. Et donc, pour la question, je voulais savoir, selon vous, quels étaient les instruments de puissance de l'Union européenne? Pourquoi ils se maintiennent, pourquoi ils se développent, etc. Est-ce qu'ils tiennent la presse? Est-ce qu'ils ont une corruption, un système de corruption de nos gouvernants? Est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font? Quels sont les verrous auxquels on va devoir s'attaquer, faire sauter pour les mettre à mal? Alors, vous parlez de corruption, j'ai pas eu le temps d'en parler, là, mais la corruption, c'est énorme, d'accord? Et c'est même intrinsèque à la structure européenne. Vous avez des lobbies en masse, vous avez 60 000 fonctionnaires à Bruxelles, et vous avez tout autant de lobbyistes. 60 000 lobbyistes qui habitent tous au même endroit, qui se fréquentent, qui ont leurs enfants dans les mêmes écoles. Et vous avez un parlement, après, où peuplé de ronins, vous voyez, c'est de samouraïs sans maître, où on leur dit qu'à partir du moment où ils sont au parlement, ils font allégeance plus à leur pays, mais à l'Union européenne. Donc ces gens-là sont disponibles pour la corruption. Et ça ne manque pas. Hein. Si vous regardez la liste des lobbies, c'est à peine croyable. Je l'ai dans le nombre, je lis la liste des lobbies. Vous avez le lobby présent à Bruxelles, les lobbies des PME turcs, les lobbies financiers, il y en a au moins 7 ou 8. Et encore, je ne sais pas tous les lobbies des fonds de pension, les lobbies des hedge funds, les lobbies des produits dérivés. Ils sont là. Ils sont richement dotés. Ils agissent en amont directement à la Commission, des fois en écrivant eux-mêmes les directives. Ensuite, ils agissent en aval au Parlement, en faisant passer des amendements. Hein. Et il y a certains ministres français, je peux vous dire, ils seraient bien en peine d'expliquer pourquoi ils ont proposé et voté certains amendements. Des ministres assez connus. Et si ça ne leur convient pas, ils reviennent encore à la Commission pour obtenir des exemptions. Vous savez par exemple qu'un quart des députés européens sont mis en examen. Un quart. Majoritairement pour abus de biens social ou corruption. Et c'est ceux qu'on a trouvés. Vous imaginez l'ampleur du système. Mais si vous voulez, l'Union européenne, c'est une structure mafieuse au sens littéral du terme. Littéral. D'accord ? C'est-à-dire un groupe d'intérêts. Et qu'est-ce qui fait la valeur d'une structure mafieuse ? C'est comment on traite ses membres quand ils sont dans la difficulté. C'est pour ça que la Commission a été pendant très longtemps une déchetterie. C'est une déchetterie. On y a envoyé Moscovici, quand il était député du Doubs, parce qu'on ne savait pas quoi faire de lui. Allez, ça va être commissaire européen un petit peu, et puis après on va te retrouver un poste à la Cour des comptes, je crois. Von der Leyen est un déchet politique allemand, hautement toxique, considéré comme la pire ministre ayant jamais existé en Allemagne, corrompu jusqu'à la moelle, qui devrait être en tôle depuis une décennie. Merkel ne savait pas quoi en faire. Où est-ce qu'on l'envoie? À la Commission européenne. Est-ce que vous connaissez la série Borgen? Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cette femme, donc, qui est le Premier ministre danois, qui est cramé politiquement complètement. Et à la fin, on comprend qu'elle va aller à la Commission européenne. Qui dit lutte contre la mafia, dit, je vois les Italiens, il y a un livre sur Giovanni Falcone là, qui est sorti, quoi, et déjà il y avait la volonté de magistrats d'aller jusqu'au bout, de poursuivre, quoi, et puis après, les gens ont contraint l'État à s'organiser pour avoir
comment dire, des outils juridiques contre la mafia. Et là, comment on pourrait structurer une action Je peux vous judiciaire? dire c'est que c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas les outils juridiques déjà. Commencer. Je sais pas qu'on a Eva Kaelis. C'est celle qui a trouvé des bifetons sous son lit et elle savait pas qu'il y avait 500 000 balles sous son. Et son père non plus. Ça corruption avec le Qatar. Oui, c'est ça. Essayez d'imaginer, le Qatar a dépensé vraisemblablement 5 millions d'euros pour se faire bien voir, juste pour une question d'image. Est-ce que vous imaginez ce qu'ils dépensent quand c'est vraiment important? C'est ça, parce que et Madame Kaelis, elle était réintégrée. Et maintenant, elle est remise en examen pour autre chose, pour une autre. Voilà. La mafia traite bien ses membres en difficulté. C'est ça ce qui fait la puissance d'une organisation mafieuse. Je le trouve un peu méchant avec Visegrad, mais il y a à mon sens comme une critique du fonctionnement de l'Union européenne et plutôt sur des questions sociétales au fond, et on voit qu'il y a commis des pressions là-dessus. C'est vrai qu'économiquement ils n'ont pas aucun intérêt à en sortir, et on peut tout à fait les comprendre, et je serais hongrois ou je serais polonais, je serais d'accord avec eux, c'est normal. Nous on a une vision un petit peu différente puisqu'économiquement la situation est un petit peu plus complexe pour nous, même s'il y a des responsabilités effectivement nationales dans notre situation. Qu'est-ce que vous pensez de l'expérience italienne? Parce que alors, je sais que dans le milieu souverainiste pur, on a été très critique à l'égard de Giorgia Meloni. Il commence à y avoir comme des résultats à la fois économiques, puisque là j'ai vu dans le Figaro ce matin qu'il y avait un petit rebond, et d'autre part, il y a des résultats comme sur les politiques migratoires. Quel résultat? 60% de diminution par rapport à l'année précédente. Elle a régularisé, oui, c'est normal. Quand vous régularisez un clan d'eau, vous faites un légal. Oui. Il n'y a pas que ça. Elle a réussi par rapport à ceux qui sont venus. Elle a même pas été capable d'expulser 16 Albanais. Non, pas 16 Albanais. Elle a expulsé 16 personnes en Albanie qui sont revenues au jeu. Oui, ça c'est pour l'expérience, effectivement. Mais ça, c'est à cause effectivement de la cour italienne. Ça c'est la justice italienne, qui est un problème effectivement de l'ordre. Même problème qu'on rencontrerait nous-mêmes si on était totalement souverain. Il faut nettoyer avant. Il y a une question de nettoyage, mais je veux dire, sur les 60% qui sont en question, on n'a pas que de la régularisation, on a aussi une moindre arrivée parce qu'il y a une négociation avec la Tunisie. Non. Il y en a beaucoup plus cette année, entre janvier et juin 2025, il y a presque un tiers de plus d'immigrés qui sont arrivés que l'année précédente. C'est pour ça qu'elle est obligée de les régulariser. C'est comme un chômeur qui est radié, il est plus chômeur. C'est ça. Il y a communication sur l'abaissement, en tout cas, donc, dans les premiers Figaro, les premiers articles qui sont sortis de l'année, sur l'abaissement des arrivées. Si la doxa le dit, c'est que c'est l'inverse. Non, mais c'est pas parce que la doxa le dit que c'est l'inverse. C'est un peu plus compliqué que ça. Il a fallu 48 heures pour trahir ses électeurs. Là, vous avez le discours qui avait du sens au sortir de son élection, puisqu'effectivement, on avait encore une continuité d'arrivée. Il y a eu cette histoire presque de communication autour de l'océan Viking, mais pour le reste, mis à part cet affichage de fermeté, pour la suite, elle est rentrée, elle a essayé de jouer, me semble-t-il, beaucoup avec l'Union Européenne, avec cette histoire de il faut que vous en preniez une partie parce que vous avez signé ça, faites-le, comme ça moi je suis un peu tranquille. J'ai le sentiment qu'elle est dans une espèce de fonctionnement un petit peu astucieux, sachant qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle souhaiterait. Elle essaie de jouer avec les règles et les codes qui sont en place par l'Union Européenne et aussi par la négociation avec de l'argent qui a été donné à la Tunisie. Et ça c'est vrai, il y a vraiment eu des choses qui ont été faites avec la guerre de la Tunisie. Et donc il y a une forme de rétention des Tunisiens de leur côté. Ça, je ne peux pas qu'on puisse douter de ça. Alors, mais c'est pas dit que c'était idéal. Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est essayer de trouver des solutions, d'agir. Je trouve qu'il y a des essais de ce point de vue-là. Je n'ai pas dit que tout passait, qu'il n'y avait plus personne qui était à Lampedusa. Ça, nous sommes d'accord. Ce que je vois, c'est qu'elle a régularisé 300 000. Oui, elle a régularisé les gens, c'est ça. Ça fait beaucoup quand même pour quelqu'un qui a vendu une prise en main de l'immigration. Les fonds pour la Tunisie ont été bloqués par l'Union Européenne. Oui, mais ils ont été ouverts ensuite. Ouais. Il y a eu toute une négociation et un rapport de force. C'est ça qu'elle a fait. Donc en fait, von der Leyen a essayé de l'embêter et au final, c'est un donné pour un rendu. Elle est dans la diplomatie, si on peut dire, par rapport à von der Leyen. Et je trouve qu'elle se débrouille plutôt pas si mal. Mais je suis d'accord que c'est pas idéal. C'était ma thèse de départ, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire pour nous dans la situation où on est, plutôt que de penser ce qu'on pourrait faire dans un idéal. C'est juste que ça se dit. Faire de la politique. Et c'est pire parce que on met pas
en avant que dans le même temps, elle a augmenté l'immigration légale. Bah oui. Et l'immigration légale, quand les gens n'ont plus de visa, elle devient illégale. Donc globalement, elle a augmenté l'immigration. Comme nous d'ailleurs, comme nous avec notre OIM, on a juste créé une nouvelle filière. Oui, ça oui. Bon, on prendra la suite des questions lors du repas.